Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle review lecture dans laquelle on va parler de mes dernières lectures manga. Des lectures manga qui signent à la fois la continuité de certaines séries et à la fois l'entrée dans de nouvelles séries, des courtes, des moins courtes, mais des lectures qui ont été plutôt bonnes dans leur ensemble. Et je vous propose de commencer avec le tome 3 et le tome 4 de Sakamoto Days, qui nous raconte l'histoire de Sakamoto, un personnage qui était le meilleur assassin de sa génération, qui a rencontré une femme, qui s'est marié, qui a eu un enfant et qui tient désormais une boutique au Japon et qui va se faire à la fois pourchasser par certains assassins, mais qui va également rencontrer de nouveaux compères avec qui avoir une véritable aventure. Et l'aventure notamment ici, dans ce tome 3 et dans ce tome 4, c'est qu'on nous raconte qu'un assassin s'en est pris à un groupe secret et que c'est assez grave. Et pour être tout à fait honnête, si vous vous rappelez de ma review précédente, je disais notamment que le tome 1 m'avait plutôt convaincu à la lecture et que le tome 2, j'étais un peu mi-figue mi-raisin et je savais pas trop si j'avais envie de continuer. Pour être tout à fait sincère, j'ai lu ce tome 3 et ce tome 4 et j'ai passé un excellent moment. J'ai passé un excellent moment, que ce soit par le rythme du récit que je trouve vraiment punchy pour le coup, mais aussi par l'arrivée de nouveaux personnages comme ce personnage que je trouve absolument incroyable, très fun, qui se prend pour un idiot, un dernier de la classe et qui finalement est relativement talentueux. On a des scènes qui sont plutôt géniales avec justement ce personnage qui fait son entrée en matière et qui va se taper avec Sakamoto lors d'une partie de paintball, il me semble, si je dis pas de bêtises, en plein centre-ville, parce que notre cher ami Sakamoto, il a quand même besoin de fonds pour réparer son magasin. Et puis on va avoir surtout tout un pan de l'histoire qui va être consacré à ce personnage qui est désormais un compère, un compagnon de Sakamoto. J'ai totalement oublié son nom, ça doit être Shin, il me semble, pour qui on va explorer notamment son passé, et à savoir que c'est un personnage qui a été élevé dans un laboratoire et qui est donc issu d'une expérience. Et pour le coup, j'avoue que j'ai trouvé ça très original. Alors, pas très original le fait d'être un personnage issu d'un laboratoire et donc d'une expérience, mais que ça se retrouve dans un récit d'assassin, je trouve que c'est plutôt intéressant. Alors, il faut savoir que j'ai totalement pris mon pied sur la lecture de ces deux tomes de Sakamoto Days. Oui, c'est rythmé, c'est punchy, les dessins sont très jolis, on a vraiment un découpage très moderne, on a un grand méchant qui s'affiche, qui est... waouh, qui est plutôt vénère, avec sa tête de reine là, de cerf, je sais pas vraiment ce que c'est, et en plus il a le visage, il a des cicatrices partout sur le visage, donc on a un vrai premier méchant. On est sur un shonen qui réunit tous les éléments qu'un shonen peut réunir, à savoir beaucoup d'action, des personnages attachants, des personnages charismatiques, des personnages drôles, des moments drôles qui ne viennent pourtant pas entacher les scènes d'action. Donc ça fonctionne plutôt bien, mais j'avoue que je suis toujours pantois en fait à la lecture de Sakamoto Days, c'est-à-dire que j'ai lu le tome 3, j'ai lu le tome 4, j'ai passé un excellent moment à la lecture de ces deux tomes, mais je sais pas si j'ai envie de continuer. Allez, cette fois on va du côté de chez Big Kana avec le premier tome de Smoking Behind the Supermarket with You, qui nous raconte l'histoire de Sasaki, un quarantenaire accablé de travail, qui trouve son réconfort notamment dans la cigarette et le sourire ravissant de cette jeune fille qui est à la caisse de son magasin préféré. Et un soir, après une journée particulièrement difficile, il va se rendre au magasin. Sa petite caissière, mademoiselle Yamada, ne sera pas là.
et en fait il va chercher un coin pour fumer et il va rencontrer ce personnage qui est juste ici, qui va lui proposer de fumer une cigarette dans un coin à fumeur avec elle. Et ce moment-là va devenir un moment récurrent, un moment un petit peu doudou pour Sasaki qui chaque soir va passer au magasin et va s'arrêter pour s'acheter quelque chose, mais va en profiter également pour fumer sa petite cigarette avec ce personnage-là. C'est un récit que j'ai beaucoup aimé pour plusieurs choses. Déjà, le plot principal qui est quand même autour d'une cigarette, enfin autour de la cigarette de façon générale. Je suis un ancien fumeur, je ne vais pas mettre en avant le fait que c'est bien de fumer. Le fumer coûte de l'argent, ça détruit la santé. Pour autant, je trouve que c'est très original de se servir de la cigarette pour construire une histoire. Ça, c'est assez fort. En chocolat, il faut le dire. Deuxième chose que j'ai beaucoup aimé, c'est la maturité du récit. Je m'attendais bien évidemment à un récit slice of life, tranche de vie, un récit qui est une véritable critique de la société. C'est vrai, hein, c'est aussi pour ça que j'ai acheté ce récit, mais je dois avouer quand même que je suis assez étonné de la maturité de ce récit et de ce qu'on nous raconte à l'intérieur de ce récit. Il faut savoir qu'on va nous parler de beaucoup de choses. On va nous parler de la vie de tous les jours, du quotidien, du gouvernement japonais, du système japonais. On va nous parler du système de travail au Japon, le fait que souvent on profite des employés, on les oppresse au travail avec leurs journées difficiles, leurs gros horaires. On va nous parler du travail en magasin aussi, bien évidemment. Bien sûr, on va nous parler du sujet qui est la cigarette puisque c'est au centre de l'histoire. On va nous parler de l'économie japonaise. Bref, on va aborder plein de sujets différents et pas que. On va parler aussi beaucoup des personnes, de la coiffure, du look, du style vestimentaire des personnages au travers de petits pics un peu humoristiques entre les deux personnages, mais qui malgré tout font questionner le lecteur et ça fonctionne vraiment bien. On a également des dessins qui sont plutôt jolis, je dois l'avouer. J'avoue que Jinushi, l'auteur, je ne le connaissais absolument pas, mais je suis plutôt convaincu par son style. Alors il faut savoir par contre que moi, si j'ai acheté ce premier tome, c'est que j'étais persuadé que c'était une série en 3 tomes, une série très courte. Sauf que, après vérification sur Nodiljon, j'ai vu qu'on en était à 6 tomes en cours au Japon. Donc, bon, je suppose que ce genre de séries ne sont pas des séries qui vont durer dans le temps. Donc, si on arrive à 10 tomes, je pense que ce sera très très bien, honnêtement. Mais c'est une série que j'ai pris énormément de plaisir à lire. J'ai passé un excellent moment. Je trouve que ça se lit relativement vite. C'est pas aussi good vibe qu'un Hira Yasumi, typiquement, même si c'est le même genre, c'est du slice of life, c'est loin d'être good vibe, bien au contraire, ça nous parle de choses plutôt négatives, mais c'est pas un mauvais récit du tout, et je trouve que ça fonctionne bien, et je trouve que les personnages fonctionnent bien, il y a de jolis dessins honnêtement. Par contre, voilà, si vous ne supportez pas la cigarette, si vous êtes contre la cigarette, je pense que c'est un récit qui va passer à côté d'un certain nombre de lecteurs pour ça, et je pense également que c'est un récit qui ne sera pas mis dans les bibliothèques scolaires par exemple à cause de cette thématique autour de la cigarette qui est présente sur la cover mais qui est présente aussi sur le dos du manga et qui représente le i de smoking, donc c'est un petit peu dommage. Autre slice of life que j'ai lu d'une série en 2 tomes, il s'agit du premier tome de Knitting Life par l'auteur Tetsuya Tutsi que je ne connaissais pas, qui nous raconte l'histoire de notre ami Kentaro Komori, un modeste employé d'une petite entreprise. Il semble qu'il était commercial, qu'il a mis énormément d'économies de côté en prévoyant de devenir ce qu'il appelle un netteur. Alors un netteur, qu'est-ce que c'est pour lui? Eh bien c'est tout simplement quelqu'un qui ne met pas le pied dehors et qui vit comme ça de commandes internet où il a tout à sa disposition. Et donc notre cher Kentaro, eh bien il va trouver un modeste appartement pas vraiment confortable, dans lequel il va mettre une tente, où il va avoir tout à proximité. On va voir un personnage allongé en continu avec une tablette comme ça juste au-dessus de lui pour regarder des films, une bouteille d'eau juste à côté,
et quand il a quelque chose à commander, quand il a besoin de quelque chose, il va tout simplement passer une commande sur son site préféré, qui est un joli clin d'œil à Amazon, on va pas se mentir, hein. C'est un récit que j'ai beaucoup aimé, déjà pour ce côté très original d'avoir envie de rester chez soi et de ne plus en bouger. Encore une fois, c'est un récit tranche de vie, c'est un récit qui va être une véritable critique de la société, parce que, en premier lieu, ce qu'on va apprendre de Kentaro, c'est qu'il n'a plus envie de bouger à cause de toutes ces années passées à travailler, un travail qu'il n'aimait pas forcément. On va voir notamment le poids familial sur les épaules de Kentaro, puisque Kentaro avait un frère qui était absolument génialissime, et lui était finalement qu'un employé modeste, qui n'avait pas réussi plus que ça, par rapport à son père, par rapport à son frère, un personnage qui a envie de vivre comme un reclus de la société, qui n'a plus envie d'avoir de contact avec l'extérieur, avec le monde extérieur, et qui finalement, eh bien, va se faire surprendre à plusieurs surprises. Alors pourquoi il va se faire surprendre? Eh bien tout simplement parce que dans cet appartement délabré qu'il va prendre, il va avoir une petite voisine qui va venir, et qui va devenir notamment streameuse. Alors, vous entendrez, vous comprendrez qu'on est sur des thématiques quand même très très modernes. Et en fait, eh bien, ce qui va se passer, c'est que dans ce premier tome, il va notamment s'attacher à sa voisine avec qui il va passer de nombreuses heures à jouer, voilà, sur les réseaux avec elle, tout en déclinant son identité, hein. Là-dessus, il va pas avoir une attitude bizarre de voyeur ou quoi que ce soit. Donc c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien pour moi. Et c'est un récit qui est super agréable à suivre, parce que on finit notamment sur un cliffhanger qui m'a fait presque froid dans le dos, d'une certaine manière. Donc j'ai très très hâte de lire le tome 2 qui est juste derrière moi là, et qui est en attente, voilà, que je vais m'empresser de lire et que je vous présenterai dans une prochaine review. Comme les autres récits que je vous ai présentés, je trouve qu'on a des dessins qui sont plutôt solides, hein. C'est plutôt joli, ça donne très très envie. Une série courte en plus en 2 tomes, franchement je pense qu'il faut vraiment pas se priver. Je me rappelle plus combien je l'ai payé, parce que je l'ai pris au festival de la BD, mais franchement 2 tomes. Je trouve qu'en plus, de façon très originale, on nous propose plusieurs styles de dessin, notamment des dessins quand on est projeté dans le jeu auquel joue Kentaro et son ami, du coup. Et là, on est sur un monde un peu plus post-apo, voilà, avec un univers un peu dystopique, si je puis dire. Et on a des dessins qui sont vraiment changeants, qui fourmillent de détails, et c'est plutôt sympathique, du coup, parce que du coup, on a vraiment 2 histoires en parallèle. Et vraiment, ça fait toute l'originalité du récit, je trouve. Ça a plus, voilà, cette envie de vivre comme un reclus de la société, avec ce personnage qui est tout attachant, tout mignon. Et même Kentaro, finalement, il est très sympa, il est très attachant. On est sur un personnage qui était au bord du burn-out et avait besoin de se retrouver, de se recentrer. Allez, on continue avec un tome du côté de chez Mangetsu. Il s'agit de Smile, tome 2, qui nous raconte l'histoire de Yushi Kamome, qui a infiltré l'église du sourire éternel après avoir vu sa femme Megumi qui avait disparu sur une photo. Il s'est infiltré dans cette église et finalement il va tenter de découvrir ce qui fait Megumi, mais surtout quel poste elle a au sein de cette église du sourire éternel, qui a priori serait liée à des meurtres, voilà, et à un culte vraiment très occulte, très étrange, qui fait peur et qui fait froid dans le dos. Un récit dont le tome 1 m'avait laissé quelque peu en demi-teinte, mi-figue, mi-raisin, si je puis dire, dans le sens où j'avais beaucoup apprécié le tome 1, mais je savais d'ores et déjà que pour être sûr que j'apprécierais la série ou non, il fallait que je lise le tome 2, voire le tome 3. Là où, quand j'ai lu Mother Parasite, dès le tome 1, j'étais convaincu que j'allais aimer la série, au même titre que
à la lecture du tome 1 de Ace of Diamond, j'étais convaincu que j'allais aimer la série. Là, c'était un peu moins sûr à la sortie du tome 1. Pour autant, il y avait des éléments quand même qui laissaient penser que oui, j'allais aimer. D'une part, parce que vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, mais je suis très fan des comics et des mangas horrifiques. J'aime beaucoup les thrillers psychologiques. Et là, on est littéralement là-dedans. Alors, on n'est pas sur de l'horrifique, mais on est vraiment sur un thriller psychologique. Si on pouvait comparer au cinéma, peut-être du Seven, d'une certaine manière. Dans ce deuxième tome, ce qui va être troublant, surprenant, c'est notamment le fait qu'on va comprendre que beaucoup de membres sont présents au sein de l'Église éternelle. Et surtout, ce qui va se passer, c'est que notre ami Yushi va se voir proposer plusieurs alliances inattendues pour résoudre sa propre enquête, mais aussi aider d'autres personnes à résoudre leur enquête, parce que finalement, on va se rendre compte qu'il n'est pas tout seul à l'intérieur de l'église du sourire éternel. Très honnêtement, c'est un tome que j'ai beaucoup apprécié, qui vient confirmer le fait que c'est quand même un récit que je trouve très intéressant. Un récit, comme je l'ai dit dans ma première review et comme je l'ai dit en interview avec Sullivan Rouault, qui a cette particularité où plus on avance dans le récit, plus c'est sombre et plus on va avoir un ancrage du coup présent et sombre, là où quand c'est très positif, c'est très blanc finalement, comme cette case, voilà, où on a un personnage avec le pouce levé, tout est blanc, et dès qu'on se retrouve dans un tunnel, on se retrouve dans un endroit où potentiellement on pourrait être observé par l'église du sourire éternel, où potentiellement il va pouvoir se passer quelque chose, tout de suite c'est beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir, beaucoup plus ancré. J'essaye de retrouver une page dont je me suis rappelé. Voilà, regardez, juste ici, on a même un espèce de screamer. Je peux vous le montrer si vous voulez. Attention au spoil. Cependant, c'est bon pour ceux qui lisent. Smile. Ok, regardez. Allez, juste ici, on a un espèce de screamer. On est dans une pièce dans le noir. On est dans une situation plutôt oppressante. Et effectivement, le récit est un peu plus ancré, un peu plus sombre. Et je trouve que c'est bien de jouer avec les couleurs, avec la luminosité, à défaut de jouer avec autre chose. Le personnage Yushi, c'est pas forcément le personnage le plus intéressant. Lui, il est juste là comme guide en fait pour nous faire entrer dans l'église du sourire éternel, pour nous faire suivre en parallèle l'enquête de la police au travers de ses yeux. Et surtout, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on va du coup comprendre son passé, comprendre pourquoi sa femme Megumi est partie. Donc ça, c'est très bien de ne pas le laisser faire traîner trop longtemps dans l'histoire. Et surtout, on va voir qu'au cours de sa vie, il a croisé de nombreux membres de l'église du sourire éternel, parce qu'il a même croisé des enfants qui étaient dans l'école de sa fille ou de son fils, qui avaient ce sourire très particulier. Vraiment, Smile, je recommande. C'est très cool. C'est un bon récit, c'est un bon thriller psychologique. Attention tout de même qu'il ne s'adresse pas à une population d'un certain âge, mais je pense que si vous avez 15-16 ans, je dirais, vous pouvez vous lancer sur Smile. Je vais finir cette review avec 2 tomes, 2 séries qui sont dans la continuité de ce que je lis actuellement. Il s'agit du tome 12 de Young GTO qui, voilà, depuis quelque temps signe l'arrêt, la fin de la série, puisque la série se finit au tome 15, on est sur des tomes doubles. On est sur une série donc qui nous raconte l'histoire, la jeunesse d'Onizuka et de Ryuji. Et en fait, on va notamment avancer sur des petits arcs par petits arcs, avec de nouveaux personnages à chaque fois. Et dans ce tome 12, notamment, on a un personnage qui se croit invincible, parce que en fait tout simplement il ne ressent pas la douleur, et de fait tout simplement ce qui va se passer c'est que il va se bastonner contre Ekichi parce qu'il a qu'une envie justement, c'est de ressentir la douleur. Et ça on va le ressentir notamment dans un premier temps dans le tome 11 au travers d'une baston, et dans le tome 12 dans une course de moto, une course qui nous offre de magnifiques planches, je trouve. J'ai beaucoup aimé les dessins, les graphismes autour de cette course, autour des planches de la moto, qui nous font vraiment vibrer, enfin vraiment ça m'a fait vibrer, pardon, j'ai adoré.
Et on va continuer d'avancer gentiment vers la fin de Young GTO, un récit qui devient de plus en plus difficile à lire pour moi, et si je m'accroche, c'est uniquement parce que je suis fan du personnage d'Eikichi Onizuka que j'ai découvert moi à l'époque dans GTO, mais ouais, c'est difficile à lire honnêtement, c'est très très difficile à lire parce qu'en fait on a eu 2 gros arcs dans le manga, et depuis que ces 2 gros arcs sont terminés, bah, finalement ce qui se passe c'est que on n'est que sur des petites histoires courtes qui ont beaucoup moins d'importance, je dirais, beaucoup moins de valeur, et qui prolongent vraiment l'univers du manga, mais toujours des thématiques intéressantes. Mais là, j'avoue, on arrive à la fin et je souffre un peu, honnêtement. Et enfin, pour finir cette review lecture, allons du côté du tome 7 de 100 Bucket List of the Dead, qui vient de conclure un arc assez important, puisque je vous l'ai dit, notre cher ami Akira a rencontré son opposé, qui lui aussi avait une liste de 100 choses à faire, sauf que ces 100 choses étaient énormément négatives, et Akira, cette fois, va reprendre son voyage au travers du Japon, en direction, cette fois, de Hokkaido, avec sa petite troupe d'amis, puisqu'ils sont 4 ou 5 de mémoire, et on revient sur un récit beaucoup plus léger, après le tome 6 et le tome 5, qui étaient vraiment très sombres pour le coup, et assez inquiétant. Que ce soit pour le groupe d'Akira, comme pour les personnages qui étaient autour d'Akira. Dans ce tome, Akira qui va se lancer dans un marathon assez intéressant, un marathon de combien de kilomètres? Je crois 200, 250, 300 kilomètres, qui est lié notamment à Philippides, le messager de l'armée athénienne. Voilà, je ne sais plus comment s'appelle le marathon, mais en gros, voilà, il a mis sur sa liste de choses à faire un marathon comme ça à Hokkaido. Je trouve ça totalement fou d'imaginer qu'en pleine période de zombies, tu vas taper un marathon de 300 km sans t'arrêter, où tu es le plus vulnérable, ou si tu t'écroules de fatigue, bah juste en fait t'es mort. Et je trouve que ça marche bien, et on retrouve voilà ce côté léger, ce ton très léger que j'apprécie à l'histoire, avec des belles planches, notamment avec des personnages moi que j'apprécie, pour le coup qui sont très good vibe, malgré l'ambiance, malgré l'univers. Et cette fois, on va avoir de nouvelles thématiques qui vont être abordées, puisqu'on va s'arrêter dans un hôtel très particulier, avec un maître d'hôtel qui s'appelle Jigo d'agneau, voilà, et qui a notamment une tête de bélier. Et en fait, on va arriver sur des thématiques très intéressantes comme l'IA, le fait de tout contrôler par la technologie en période post-apocalyptique, le fait de recevoir correctement ses invités, de vouloir profiter d'eux, etc. et d'attendre des choses en retour. Thématique déjà vue, personnage déjà vu, il n'y avait rien de très original dans ce tome à proprement parler, mais 100 Bucket List of the Dead, c'est un peu comme Hirayasumi, c'est-à-dire que dès que j'ai un tome, j'y vais et je kiffe, et c'est un peu une lecture doudou, c'est devenu un peu une lecture doudou Bucket List of the Dead, donc c'est très très cool, j'apprécie, je prends plaisir, et j'espère qu'au travers des reviews où à chaque fois je vous parle de 100 Bucket List of the Dead, et ben je vous donne envie de lire cette série qui selon moi est absolument génial, qui est absolument très très bien dessiné, absolument good vibe, mais qui pour moi a le seul défaut d'être beaucoup trop cher par rapport à la quantité de pages qu'il y a au sein du récit malheureusement, et c'est souvent chez Kana avec les éditions Big Kana, parce que vraiment on est sur le prix d'un tome classique en fait, mais on a 2 fois moins de pages et je trouve ça dommage. Voilà, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu récemment, si vous êtes d'accord ou non avec moi, ce que vous pensez notamment de Smoking With You Behind the Supermarket. Je suis très intéressé d'avoir votre avis sur ce titre-là. Je suis très intéressé aussi d'avoir votre avis sur le premier tome de Knitting Life, et s'il vous plaît, en commentaire, ne me spoilez pas la fin de Knitting Life. Très envie de savoir si vous allez lire aussi Smile, qui est un récit que j'apprécie plutôt. Bref, et puis on se retrouve prochainement pour de grosses reviews, lecture, peut-être dédiée qu'à un seul titre plutôt qu'à plusieurs titres. En tout cas, prenez soin de vous, et puis n'oubliez pas, hein, de grands mangas impliquent de très grandes lectures. Ciao tout le monde!